le Congo fait un scandale du côté. Alors, maintenant, pour parler de budget, nous devons d'abord définir le budget. Donc, la loi du CPS, c'est une loi qui traduit les ambitions de l'État. À côté de cela, pour l'exécution du budget. En tout cas, chers compatriotes, bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle ville vous êtes. Nous vous saluons, nous vous remercions pour votre présence à notre conférence qui va commencer, qui a comme thème réforme institutionnelle pour la lutte contre la corruption au Congo, vision et perspective technologique. Comme orateur, nous avons professeur Delphin Kiubois, Californie, États-Unis d'Amérique, qui habite à Sacramento, aux États-Unis d'Amérique. Et nous avons aussi le juriste Patrick Yogo de Belgique, qui va essayer aussi de nous parler sur la corruption. Sans plus tarder, on va directement commencer. On commencera directement. Donc, on vous invite à fermer vos micros et nous allons écouter monsieur le professeur Delphin Kiboua, qu'on peut plus présenter, l'homme qui fait beaucoup de conférences à travers le monde. Récemment, il a animé plusieurs conférences, soit à l'est du pays, et ici à Kinshasa avec des professeurs d'université. On va essayer de voir avec lui. La dernière fois, c'était avec lui et la presse congolaise. Et Patrick Yogo, il vient juste d'animer une conférence aujourd'hui au Club Presse Europe. Nous étions là à Bruxelles. Donc, et on va poser comme ça. Monsieur Delphin va débuter avec plus ou moins 40-45 minutes. Il va exposer. Prenez vos bics, prenez vos stylos, écrivez. Et après, ça sera Patrick Yogo qui va prendre quelques minutes, 20-30 minutes. Et après, on pourra poser des questions. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au professeur Delphin Kiboua des États-Unis d'Amérique qui est déjà avec nous, qui va commencer directement. Vous avez la parole, professeur. Okay, merci beaucoup. Merci pour l'introduction et merci pour tout le monde qui est ici, qui va nous suivre. Si je peux prendre le contrôle de la salle pour faire... Il n'y a pas moyen que je peux partager ce que j'ai dans le... Oui, tu peux prendre le contrôle de la salle, mais il faut que je vous mette avant. Je vais voir si je peux vous... C'est à moi de vous mettre... Donc, je peux vous nommer comme animateur. Oui, oui, ça va. Bon. Maintenant, c'est vous qui êtes animateur, je crois, vous pouvez. Ok, maintenant, je peux. Bon, maintenant, vous pouvez voir ce que j'ai devant moi sur l'écran, j'espère. Tout le monde peut voir ce que j'ai devant moi. Ok, tout le monde me suit là-bas quand même. Oui, on vous suit. Ok, merci beaucoup. Encore une fois de plus, merci pour tout le monde qui est ici. Merci pour votre temps. Merci aussi au modérateur, le pasteur Poupo. Je dis aussi merci à Patrick Yongo qui va aussi présenter après moi. Et voici ici le thème de notre discussion, notre échange, ces réformes institutionnelles dans la lutte contre la corruption, vision et perspective technologique ou vision et perspective numérique. Pour essayer de... Voici un peu le problème que nous voulons essayer de réfléchir ensemble. Voici le problème est celui-ci. Il y a devant nous une opération. Deux messieurs sont au bureau, ils se serrent les mains.
d'une façon professionnelle, mais il y a la transaction qui est en bas de la table. Donc, le transfert d'argent, c'est en bas de la table. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème que nous voulons ensemble discuter là-dessus. Quand nous voyons ce qui se passe ici, vous voyez, la main, c'est les mains d'opération, c'est en bas de la table. C'est pas le contrôle ici. Bon, mais le problème ici, maintenant, nous pouvons nous demander quelles sont les solutions, quelles sont les idées pour changer cette situation. Quelles sont les idées? C'est un problème. Le problème est là-bas, nous le connaissons tous. Il faut une solution. Donc, il faut changer. Comment éradiquer et comment mettre fin à ce problème? C'est ça un peu notre discussion. Ça dépend de là où vous êtes. Chez nous, ici en Californie, c'est le matin. Ou si vous êtes en Europe, c'est le soir. Oui, c'est un problème sérieux dans notre pays parce que le récent rapport montre que sur 180 pays au monde, il y a, nous sommes dans le top 12e pays où la corruption vraiment bat record à ciel ouvert. Donc, c'est 168e pays en termes de manque de transparence dans le secteur public. Cela veut dire que nous occupons la 12e position comme pays corrompu au monde. Et il faut de nouvelles idées sur la table. Il faut vraiment des perspectives modernes parce que nous vivons au 21e siècle. Il faut des idées, il faut des perspectives modernes pour éradiquer ces problèmes. Et comme je viens de le dire, le problème est connu de tous. Sur le plan international, nous sommes évalués à ce niveau. C'est une honte nationale et il faut prendre un temps pour y parler. Bon, laisse-moi d'abord prendre quelques minutes pour me présenter avant d'aller dans le fond du sujet. Comme on m'a introduit, je m'appelle Delphin Dubois. Je suis marié, père de famille. Je suis ici aux États-Unis depuis 1992. Bien que presque 30 ans en Amérique, le cœur est toujours resté au Congo, où je dirige un mouvement de réforme dénommé Parti national pour la réforme, c'est depuis 2010. Sur le plan éducationnel, j'ai fait mes études primaires et secondaires au Congo, mon premier diplôme d'université en génie informatique ici aux États-Unis et une maîtrise en gestion de technologie et gestion et aussi un titre de certificat professionnel en gestion des projets. Dans la vie professionnelle, je suis directeur informatique au ministère des Technologies. Je suis enseignant dans l'enseignement supérieur universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Celui que je vais essayer de brosser dans cet échange, c'est l'apport de nouvelles technologies au développement intégral dans notre pays. Et cet ouvrage a été publié cette année, en janvier, et il est sur le marché sur Amazon. Et il sera bientôt sur le marché au Congo comme les mesures de confinement sont en train d'être revisitées partout au monde. Pour rédiger cet ouvrage, nous nous sommes inspirés de deux aspects. L'ouvrage, notamment, c'est sur l'apport de nouvelles technologies, comme le titre le dit, mais comment notre pays peut aussi tirer profit de la révolution technologique moderne et qui tire aussi une de ses racines dans notre pays, parce qu'on dit aujourd'hui qu'un tiers de la production mondiale des coltans utilisés dans la fabrication des téléphones modernes que nous sommes en train tous d'utiliser provient de notre pays. Et alors, qu'est-ce que ce pays attire comme profit dans cette révolution numérique moderne? Nous nous sommes inspirés de deux choses pour rédiger cet ouvrage, et non seulement sur le plan théorique, mais pratique. Une expérience de 25 ans dans le secteur public, de l'une des grandes institutions publiques au monde, les plus modernisées et les plus informatisées. Nous sommes aussi inspirés de l'idéologie de notre mouvement de réforme dénommé PNR, Parti national pour la réforme. Voilà un peu, nous allons maintenant entrer en fond du sujet, de quoi il s'agit. Nous disons que quelles sont les idées
quelles sont les idées pour des changements voulus, pour changer cette situation? La situation ici demande de nouvelles idées sur la table. C'est un problème que nous connaissons tous, c'est la corruption. Et le pays ne peut pas se développer avec ce problème. Ni le pays au monde peut vraiment se développer avec ce niveau de corruption en 12e position au monde. Il faut de nouvelles idées, il faut des visions, perspectives pour changer. Et c'est ce changement que nous appelons la réforme. Et au XXIe siècle, il faut noter que la corruption, c'est un système qui vraiment facilite, qui facilite l'enrichissement illégal, illicite des mandataires publics. Et ce phénomène, c'est un phénomène qui est institutionnalisé dans notre pays. Donc, c'est un phénomène qui est là, qui est dans les institutions. C'est comme si c'est officiel, parce que c'est connu de tous comment ça fonctionne. Mais s'il vous plaît, de faire. Donc, c'est vous qui gérez. S'il y a des gens qui veulent entrer, il faut les faire entrer. S'il y a des demandes, il faut les faire entrer. C'est vous qui gérez maintenant. Oh, OK. Comme j'ai changé, c'est vous qui gérez. Donc, si tu vois des gens qui veulent entrer, il faut les faire entrer. OK, merci. Merci. OK. Je disais que c'est un problème. Par exemple, chez nous, un opérateur économique, il va en Chine, il importe des marchandises comme au nom de X. Il s'appelle X. Ou bien il s'appelle John. Et quand il vient vendre ces marchandises, soit à Kinshasa ou à Kisangani ou à Goma, il vend ces marchandises au nom de Y. Et il a une autre maison à Kisangani, il vend les marchandises au nom de Z. Ça, c'est un problème sérieux. Et ce problème ici, nous sommes au XXIe siècle. Pourquoi le pays n'a pas de fichier unique des opérateurs économiques? Donc, s'il y avait un fichier unique, cet opérateur pouvait aller en Chine, il achète comme X, il va venir vendre comme X. Mais il change de nom selon le vie, selon l'opération qu'il est en train de faire, soit qu'il est en train d'importer ou de vendre. C'est ça le problème. Et pourquoi au XXIe siècle, nous n'avons pas de numéro d'identification unique? Parce qu'il ne pouvait qu'importer comme X et vendre partout comme X. Et ce qui se passe maintenant, et partout là où il est en train de vendre, parce que peut-être il est entré avec des marchandises ou taxables, par exemple, de 1 million de dollars, mais quand il va comme Y, il va payer les impôts sur, par exemple, le chiffre de 200 000, alors qu'il a importé des marchandises de valeur de 1 million de dollars. Et quand il va à Kisangani, il va payer les impôts peut-être sur les marchandises pour un montant, par exemple, de 300 000. C'est vraiment une grande peur à manquer. Le pays n'a pas d'identification unique, le pays n'a pas de centrale nationale de données numériques, et nous sommes au XXIe siècle. Quand nous parlons de c'est quoi le problème? C'est un défi ou bien un manque de volonté politique? C'est ça le problème. Parce que le pays n'a pas de guichet unique pour identifier les opérateurs. Et nous avons à Kinshasa, à travers l'ANAPI, ce qu'on appelle les guichets uniques de création des entreprises. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose pour l'identification des opérateurs? Donc, pour le faire, nous devons avoir une centrale des données, centrale nationale des données numériques, où toutes les données sont sécurisées, sont centralisées sur le plan national. Et la sécurité ou la souveraineté numérique du pays en dépend aussi. Et nous devons avoir un fichier unique. Et un fichier, c'est un effectif national de tous les opérateurs, un seul numéro d'affaires. Il ne peut pas vendre à Kisangani comme Y, et par exemple à Lubumbashi comme Z, il peut partout vendre comme X, de la même façon il a importé. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas de numéros d'identification, non seulement même d'identification des personnes comme partout ailleurs, mais aussi des opérateurs économiques. Et nous sommes au XXIe siècle. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est un défi de technologie ou c'est un manque de volonté? Voilà un peu de la façon dont nous allons essayer de réfléchir ensemble sur ces problèmes et comment l'éradiquer au XXIe siècle.
Et il faut aussi noter que l'apport des nouvelles technologies, de la révolution technologique au XXIe siècle, nous connaissons tous que c'était un outil aujourd'hui indispensable et il continue à contribuer de manière significative à créer des emplois partout au monde, dans tous les secteurs, sécuriser le pays, les frontières, les aéroports, partout aujourd'hui. Il y a par exemple dans des pays où les aéroports sont, les frontières sont sécurisées avec des drones, des appareils, des avions sans pilote. Et regardez par exemple le problème de sécurité qui règne chez nous à l'Est et qui est capable aujourd'hui de... C'est là où la source des bruits, par exemple, de balkaniser le pays. Et qu'est-ce que nous faisons au XXIe siècle pour éradiquer ça? Et aujourd'hui, ces nouvelles technologies peuvent aussi, d'une manière significative, contribuer à éradiquer la culture de corruption chez nous, détournement des fonds. Et ça peut aussi aider, comme partout ailleurs, à améliorer l'accès à la santé, à l'éducation, accroître les budgets nationaux. Quand un opérateur importe des marchandises d'1 million de dollars au nom de Y, mais il va dans deux différents pays, sous deux différents noms, pour payer une taxe soit sur 100 000 dollars ou sur 150 000, alors qu'il a importé des marchandises de valeur d'1 million de dollars. Et comment le budget national fait, c'est ce qui justifie aujourd'hui notre budget national de moins de 6 milliards dans un pays comme le nôtre, malgré les ressources et les potentialités du pays. Nous sommes au XXIe siècle. Ces nouvelles technologies permettent aussi de moderniser le secteur public. Il y a par exemple, nous partageons les frontières avec 9 pays. Et dans certaines de nos frontières, vous arrivez du côté du Congo, l'agent d'immigration, il est assis au bureau, il a un cahier dans le bureau de la DGM, Direction Générale de l'Immigration, il a un cahier au bureau, un stylo pour enregistrer les mouvements des passagers dans les frontières. Et de l'autre côté, dans les pays voisins, vous avez quelqu'un qui est assis dans le bureau avec un ordinateur, il demande le document, il fait entrer les données dans la machine et le central national doit indiquer si cette personne peut entrer dans leur pays ou pas. Dans quelques secondes, on cachette parce qu'on a déjà vérifié dans la centrale nationale, oui, cette personne ne pose pas de risque d'entrer dans notre pays. Ce qui se passe à l'Est, comme je l'ai dit, le mouvement de personnes qui traversent les frontières dans les pays des Grands Lacs, et c'est là où il y a toujours des problèmes de sécurité qui menacent vraiment le pays, et pour des projets des ennemis du pays, des balkanisations, parce qu'on ne sait pas qui entre, on ne sait pas quand il peut sortir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait. Voilà un peu comment nous pouvons aussi moderniser le secteur public, et non seulement ce système manuel favorise l'insécurité, mais aussi c'est à la base de la corruption et du détournement des fonds. Il faut noter que cette révolution numérique aujourd'hui moderne n'est pas seulement l'affaire des pays occidentaux. Elle est disponible partout. Elle peut être aussi une réalité au Congo. Si ça existe dans des pays voisins avec qui nous partageons les frontières parmi les 9 pays, et qui ont le système d'immigration déjà informatisé, pourquoi pas chez nous? Nous n'avons pas le plus de ressources que notre pays, mais ce qui manque chez nous, c'est une vision moderne. Comment s'adapter que nous sommes déjà au XXIe siècle? Voilà, ici, nous allons maintenant parler, nous avons d'abord en grande ligne parlé du problème que nous avons de corruption et comment ce problème est un phénomène institutionnalisé dans notre pays. Il faut maintenant parler un peu de la solution avant de parler des perspectives. Quelle est la solution que nous envisageons ici pour éradiquer ce système? Quel genre de solution? Nous pensons qu'il faut une solution efficace. Cette solution demande un changement. C'est ce changement-là, c'est ce que nous appelons la réforme. Et donc, c'est le refus de statu quo. Il faut refuser que ce système actuel n'est pas adapté. On ne peut pas continuer à travailler dans ce système. Il faut réformer le système. Quand nous disons qu'il faut réformer le système, ici nous parlons du système, notamment il faut avoir un état de droit, il faut un système judiciaire parce que la réforme va impliquer des lois, des nouvelles mesures. Il faut qu'il y ait un changement dans le système judiciaire pour faire l'application de ces
de ce système, de ces nouvelles lois que nous allons maintenant instaurer avec des réformes. Donc, il faut le changement dans la gestion des ressources financières. C'est un système qui ne fonctionne pas. Un système manuel. Et ce système manuel-là nécessite vraiment qu'il y ait des gens qui sont qui aient des mesures capables de les moderniser, de l'adapter au XXIe siècle pour que les pays soient aussi à la hauteur de répondre aux défis nationaux. Nous parlons aussi que ce système manuel est, par exemple, les conséquences de ce système au Congo. Nous avons un pays avec tant de ressources et potentialités, mais actuellement, le budget national est de moins de 6 milliards. Donc, il faut apporter des changements qui sont positifs et durables pour améliorer ce système. Et maintenant, quand nous parlons de ces changements, de réformes du système, et quand nous parlons de réformes institutionnelles, c'est le changement des institutions publiques pour les rendre plus efficaces. Pour rendre ces institutions plus efficaces et en fait de répondre aux besoins et aux priorités du pays. Donc, il y a des institutions qui sont au pays, qui fonctionnent. Par exemple, quand nous disons la Direction générale d'immigration, la façon de travailler manuellement, il faut changer cette institution, il faut changer des lois qui régissent cette institution pour l'adapter et pour rendre cette institution plus efficace ou fonctionnelle au XXIe siècle dans le but de répondre aux besoins, aux attentes, aux priorités du pays aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle. Quand nous parlons de ce genre de réformes institutionnelles modernes, partout, qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des changements, des réformes, ce sont des changements de lois. Maintenant, après ce changement de loi, vient maintenant la modernisation de ce système. Il faut d'abord changer les lois qui régissent ce système et après, vous maintenant modernisez le système, vous électronisez le système. L'erreur que chez nous, des fois, on commet, on croit qu'il faut d'abord, on doit maintenant informatiser le système. On amène une maison de l'Afrique du Sud ou partout ailleurs, on vient, nous voulons un système qui est électronique et moderne. Il y a encore des lois, il y a encore des réformes qui doivent être d'abord visitées pour voir comment ce système peut fonctionner et l'adapter aujourd'hui. Nous allons donner l'exemple de quels sont les genres de réformes institutionnelles modernes qui inspirent aujourd'hui partout dans le monde. En Amérique, en 1996, il y avait ce qu'on appelle la loi des télécommunications en Amérique. C'est un changement dans le secteur des télécommunications. Et ce changement, qu'est-ce que c'est l'objectif du président Bill Clinton? Il est arrivé lors de son premier mandat. L'Amérique venait de sortir de la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak. Les taux de chômage étaient plus élevés et sa vision était d'accroître, de baisser ce taux de chômage pour créer d'emplois. Alors, il a trouvé le secteur qu'il fallait, il y avait beaucoup de potentialités. Pour lui, il avait trouvé que c'était le secteur des télécommunications et il fallait réformer ce secteur. Ce secteur a été monopolisé par des grandes compagnies américaines. Ils appellent AT&T, MCI. L'une a tombé en faillite, n'existe plus, le second. Et il fallait changer des lois qui régissaient ces deux compagnies qui exploitaient exclusivement ce secteur. Et ce changement-là, c'était pour promouvoir la concurrence, pour que d'autres compagnies puissent entrer dans ce secteur. C'est le résultat aujourd'hui, c'est ce qu'on a, cette technologie qu'on utilise aujourd'hui partout au monde, parce que c'est comme ça que toutes ces révolutions numériques modernes aujourd'hui que nous sommes en train de jouir, que ce soit les WhatsApp, que ce soit les Zoom, que ce soit les Facebook, le Twitter, les LinkedIn, toutes ces histoires sont venues, ont été créées après comme résultat de cette réforme du secteur des télécommunications en Amérique. Il y avait non seulement ça, la qualité des services était vraiment améliorée, réduction des prix. J'étais déjà ici en Amérique, comme j'ai indiqué. À ce temps-là, appelé en Afrique, c'était $5 par minute et les week-ends, le tard la nuit, c'était $3,50. Aujourd'hui, on peut parler toute la journée, ça, on ne paie rien.
Et voilà encore l'objectif de cette réforme, c'était pour nous de créer d'emplois, c'était création d'emplois. Aujourd'hui, on attribue le président Bill Clinton comme étant l'un des présidents les plus, qui a fait plus de succès parce qu'il a créé plus d'emplois durant son mandat que tout autre président. Plus de 6 millions d'emplois, dont 8 millions d'emplois, des emplois directs dans le secteur des technologies. Voilà un peu comment les réformes institutionnelles modernes partout au monde, comment ces réformes peuvent contribuer et améliorer les conditions des citoyens ordinaires. Et regardons un peu qu'est-ce que ces genres de réformes représentent dans notre pays. Chez nous, quand on parle de mesures de réforme, de changements, de lois, visiter certaines lois qui régissent les institutions ou autres organes, c'est dans le but de maintenir le statu quo, de protéger la classe politique. Ce n'est pas dans le but de répondre aux attentes, aux besoins du pays. Récemment, on a vécu au pays les propositions de réforme dans le secteur judiciaire et c'était en plein, le moment est-ce qu'il était approprié en plein combat contre le Covid-19 qui ravage partout au monde. Et le pays où les législateurs congolais, leur priorité était des réformes dans le secteur judiciaire, pendant que partout ailleurs, on est en train de regarder comment être efficace dans ces combats dans le secteur de la santé et de l'éducation dans le cadre de mesures de confinement. Donc, l'éducation à distance, chez nous, c'est une réalité qui est réservée à d'autres pays, non pas au Congo. Au lieu de, par exemple, faire appel au ministère de l'éducation ou des technologies, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, les enfants sont à la maison, mais il fallait des réformes dans le secteur judiciaire. Donc, c'est ça un peu. Les réformes chez nous, c'est dans le but de maintenir le système manuel que nous connaissons, qui date depuis de l'indépendance, et non pas des réformes dans le cadre d'adapter le pays aux réalités du XXIe siècle. Nous avons 3 grandes boîtes de régie dans le secteur de régie financière. La Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes aussi, et l'autre, c'est pas douane administrative, c'est pas. Ce sont les 3 grandes boîtes, DGDRA, DGI et DGDA. Et ces 3 boîtes aujourd'hui sont décentralisées. Donc, chaque boîte travaille indépendamment de l'autre. Il y a des lois qui régissent ces boîtes. Et comme ça, ils fonctionnent. Aujourd'hui, pour mieux être efficace, comme partout ailleurs, serait d'avoir une seule agence de recettes, comme Office congolais des recettes, et centraliser toutes ces 3 boîtes. Voilà les réformes efficaces. Dès que ces boîtes sont déjà centralisées ensemble, c'est comme ça qu'on peut maintenant faire un recours au système de modernisation pour être plus efficace. Mais chez nous, quand on crée des systèmes, ce genre de système de modernisation, c'est pour plutôt créer des systèmes qui sont semi-manuels. C'est-à-dire, on s'est dit, oh, on a amené une compagnie d'Afrique du Sud, une maison qui va moderniser le système tel qu'il est, bien sûr. Le système, il est chez nous. On peut, par exemple, dire, on va moderniser le secteur des régies financières avec la Direction générale des impôts. C'est une seule boîte, au lieu de centraliser toutes les boîtes. Et c'est qu'on va créer un système manuel, semi-manuel, non un système aussi non transparent. Et le but de ça, c'est pour continuer à maintenir l'opacité dans le processus, par exemple, d'octroi des marchés. Qui va gagner ce marché-là? Ce sont la plupart des compagnies étrangères. Et pourquoi ce sont des étrangers qui sont les plus favoris? Parce que la réalité chez nous, c'est la classe politique qui crée ces petites entreprises non existantes parfois ailleurs. Ils sont créés et puis on met un cousin ou quelqu'un autre qui va faire l'image que c'est une compagnie des étrangers. Et c'est comme ça qu'ils vont eux-mêmes s'octroyer le marché. Donc c'est un système qui est vraiment, qui n'est pas au profit du pays. Donc on se dit que voilà, c'est une compagnie des Israéliens, une compagnie des Chinois, ainsi de suite, qui a gagné le marché. Mais la réalité est que c'est une compagnie qui est une compagnie digne
ou des membres de la classe politique. Alors, c'est comme ça un peu ce qui fait que chez nous, l'économie est dans les mains d'une seule classe, de la classe politique seulement. Il faut maintenir, quand on fait des systèmes de modernisation des systèmes économiques chez nous, il faut maintenir le processus qui est vraiment qui est manuel. Il faut le faire peut-être semi-manuel. Ce n'est pas vraiment un système manuel, mais automatique comme partout ailleurs. Et il faut, qu'est-ce qui se passe chez nous? Parce qu'il n'y a pas aussi des services qui sont offerts en ligne pour la plus de transparence. Par exemple, quand ce marché d'emploi est gagné par une compagnie qu'on ne connaît pas retracée, comment ça existe, et c'est comme ça qu'on doit être à mesure de cacher tout. Donc, il n'y a pas de présence efficace en ligne. Donc, c'est ça un peu, c'est pourquoi, comme partout ailleurs, il y a des services en ligne qui permettent d'être plus efficaces comme une institution publique. Voici l'exemple pour vous montrer de quoi on parle quand on dit de présence efficace en ligne d'une institution gouvernementale pour la transparence et dans la gestion des affaires de l'État. Regardons par exemple ici ce qu'on appelle les codes de présence en ligne par secteur ou par pays. Chaque pays, aujourd'hui, c'est comme les codes de téléphone. Quand vous voulez appeler au Congo, il faut commencer par 243. Quand vous voulez appeler en Amérique, il y a des codes dans chaque province ou chaque pays, et ainsi de suite. En Amérique, il y a les codes, par exemple, toute compagnie américaine, les codes numériques pour une présence en ligne, ce sont des sites qui terminent par .com. Pour toute institution de l'éducation, ça se termine par E2I. Toute institution gouvernementale, c'est GOV, et ça aux États-Unis et en France, c'est Gov. Et quand c'est une institution militaire, c'est militaire, comme ça se voit, ainsi de suite. Même aussi dans le pays, chaque pays a son code numérique. Et par exemple, en France, tout site se termine par FA, en Angleterre par IK, et au Congo, chez nous, au pays, ça doit se terminer par CD. C'est ça le code numérique pour une présence efficace dans notre pays. Mais regardez maintenant la réalité, qu'est-ce qui se passe? Voici ici un exemple de quelques présences en ligne de notre pays. Ici, ce que nous voyons ici, ce sont des institutions. Le premier, par exemple, n'est même plus opérationnel. C'était le site du présidentiel. Ce site, la dernière fois qu'on a vérifié, n'est pas opérationnel. Au ministère des Affaires étrangères, c'est ça l'image du pays à l'extérieur. Voilà le site. Et le ministère des Affaires, le ministère des Finances, voilà le site. Et comme vous pouvez le remarquer, le code numérique du pays, dans ce site, se termine par COM. C'est ça pour des compagnies commerciales en Amérique. Et pourtant, le pays a son code numérique national de CD. Ce sont des institutions du pays et quelle présence efficace. Et il faut aussi noter que nombre de sites qu'on a visités dans la rédaction de l'ouvrage que j'ai mentionné, j'ai visité presque tous les sites du pays, des institutions du pays. Et l'observation générale est que nombre de ces sites ne sont pas en ligne. Nombre de services publics ne sont pas en ligne et aucun service en ligne est offert. On ne peut pas faire la demande d'un visa en ligne. On ne peut pas être, par exemple, à l'ICACI et aller en ligne faire remplir un formulaire, par exemple, de passeport pour un citoyen qui veut avoir son document de voyage. Ça n'existe pas, comme partout ailleurs. Donc, aucun service est offert en ligne. Et nous parlons ici au XXIe siècle et vous pouvez quand même comparer avec d'autres services publics des autres nations. Les services, chez nous, la présence des sites web, chez nous, manque une nomenclature nationale. C'est une anarchie totale. Regardez à partir même de la présidence, le ministère des Affaires, regardez,
On ne sait même pas quel est ce citoyen qui va se savoir c'est quoi. Donc, regardez même les ambassades. Non seulement que les codes numériques du pays pour les ambassades, ils utilisent le ORG qui est ce sont une institution non gouvernementale ou ONG, organisation non gouvernementale en Amérique. Et c'est ce que nous avons dit que dans la plupart de ces maisons-là qui maintiennent ce site en dehors du pays, ce sont des organisations de mandataires publics créées, gérées par leurs membres de famille, qui gagnent les marchés pour juste, donc le système, les moyens, il y a tout un cercle où l'économie circule. La majorité de ces sites existent, sont non conformes au code, comme je l'ai mentionné. Nombreux ne changent pas. Quand il y a un changement de gouvernement, non seulement que nombreux de ces sites deviennent non existants, non opérationnels, mais aussi ces sites ne changent pas de contenu régulièrement comme partout ailleurs. Et vous visitez un site et regardez les mêmes informations, rien de nouveau, ainsi de suite. Et ces sites, regarde, les sites que j'ai notés qui ont des domaines, des codes numériques des autres pays, notamment gérés maintenant en Amérique, qu'est-ce que cela signifie? C'est l'emploi qui est créé dans ces pays-là. Parce que ce site est créé dans un pays étranger et géré dans ce pays, c'est l'emploi qui est créé. Au Congo, quel est le taux de chômage? Pourquoi le Congo peut continuer à créer d'emplois dans un autre pays? Comme si j'ai dit, ce sont les compagnies étrangères qui gagnent ce marché pour un but parce qu'ils sont, dans la plupart, il y a la mainmise dans la gestion opaque de certains mandataires publics dans notre pays. Donc, voilà un peu les problèmes. Quand nous parlons des problèmes de modernisation dans notre pays et l'investissement au Congo dans les domaines des technologies, ce n'est pas comme partout ailleurs. Quand le gouvernement investit dans un projet de modernisation, c'est un projet qui ne s'autofinance pas. Et partout ailleurs, nous allons montrer comment ces projets s'autofinancent. Ces projets chez nous n'apportent rien au public ou au trésor public, comme partout ailleurs. En 2018, il y avait le projet de gestion de flux de téléphone. Ce projet-là faisait 27 millions de dollars par mois de revenus. La compagnie qui avait gagné ce marché, comme j'ai dit, il y a des raisons pour lesquelles ce sont des compagnies étrangères. Cette compagnie-là retenait à la source 85% des 27 millions, c'est-à-dire 23 millions mensuellement retenus par la compagnie qui avait gagné le marché. Et le contrat était écrit continuellement, donc il devait toujours continuer à gagner ces 85%. Et qu'est-ce que ce projet-là apporte au trésor public? Rien. 15% qui était resté, 10% était réparti pour l'agence de l'autorité des postes de télécommunications au Congo et 5% des commissions mixtes des différents ministères impliqués. Donc, 100% des revenus générés par ces projets-là, qui gèrent le flux de téléphone au Congo, n'apportaient rien ou n'apportent rien au trésor public. Et pourtant, partout ailleurs, la technologie, non seulement pour rendre l'État efficace, mais aussi pour accroître le secteur public avec des revenus capables de financer d'autres programmes. Je donne l'exemple chez nous en Californie. Quand nous faisons de tels projets, les contrats sont négociés pour en termes de 15 à 40% que la maison peut retenir à la source pour la première année seulement de réalisation. Chez nous, c'est un contrat continuel. Donc, il continue à gagner ces marchés, à faire ce revenu continuellement. Mais ailleurs, on s'est dit, vous faites ce système, vous allez retenir ce que nous allons faire de plus au revenu qu'on fait. Par exemple, vous modernisez, électronisez le système de migration. Normalement, par mois, ce secteur avec le système manuel, on fait entrer 10 millions de dollars par mois. Mais si vous faites 15 millions, vous restez avec 15% de ces 5 millions de plus. Et pour seulement la première année, la compagnie va faire tout pour faire plus la première année parce qu'elle sera payée pour autant de ces revenus générés à la première année. Mais chez nous, c'est... Il vous reste 8 minutes. Ah, 8 minutes, ok. Je vais aller vite. Donc,
ce projet-là ne donne pas souvent les résultats escomptés chez nous parce que, par exemple, regardons le projet récemment implanté de connexion à la fibre optique. En 2013, est resté avant et après. Regardez chez nous, on a fait ce projet qui a coûté plus de 50 millions. Le taux d'accès chez nous, jusque-là, à la technologie et à l'Internet est encore 8, 9 à 16%. Et quand nous parlons de 8, les sources indépendantes disent que c'est 8. Le gouvernement, l'Agence nationale de promotion des investissements, l'ANAPI, estime que le rapport était de 16% en 2018. Mais regardez d'autres pays en Afrique. Il y a des pays, par exemple, comme le Kenya, nous voyons ici, c'est presque 90%. La moyenne africaine, 40%. Sommes-nous les pays les plus pauvres en Afrique pour faire en dessous de cette moyenne africaine? Voilà le problème. On a fait un projet de modernisation de ce secteur. Et ce projet, on note ici que les projets, comme partout ailleurs, les moyens pour investir dans la technologie n'est pas un problème, c'est une question de vision. Ces projets sont complexes, mais l'investissement vaut la peine parce que ça aide à éradiquer la corruption, ça aide à sécuriser le pays, ça aide à moderniser le pays comme partout. Et beaucoup plus, ce sont des projets qui s'autofinancent. Nous avons par exemple chez nous différents secteurs qui peuvent s'autofinancer. Modernisation du secteur des régies financières, il y a les FONER, il y a la DGM. Ce sont des projets qu'on peut initier pour s'autofinancer et aussi accroître le budget national. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce genre? Et pour descendre, nous allons au troisième point, de vision ou de perspective. Il faut vraiment, quand nous disons qu'il faut des changements, et ces changements-là nécessitent d'abord, il y a une perspective politique dans ces changements, dans ces réformes. Il y a d'abord des réformes institutionnelles parce que partout au monde, il faut un poids politique. Il faut une influence pour être capable de changer. Ces changements peuvent nécessiter des projets de loi, des ordonnances, des décrets, des arrêtés ministériels, ainsi de suite. Donc, il faut d'abord un poids politique pour changer. Et bien sûr, il faut un état de droit capable de faire respecter ces réformes, ces changements, parce que les réformes sont de nouvelles lois. Maintenant, il faut recourir à la solution numérique pour exécuter ces changements, ces nouvelles lois. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle des réformes modernes, parce que ces déjà des réformes, ce sont des idées. Et c'est partout au monde, ce sont des idées qui développent et qui transforment une nation. Ces idées-là, perspectives, sont des solutions aux problèmes. Et il faut, comme bien indiqué, un pouvoir politique pour être capable de transformer, de changer une nation. Voilà un peu, laisse-moi pour terminer montrer qui nous sommes et pourquoi nous sommes dans la lutte politique, parce que pour être capable de faire des changements, il y a un poids politique. Et voilà pourquoi nous sommes dans la politique. Qui nous sommes? Nous sommes un mouvement de changement qu'on appelle Parti national pour la réforme. Nous avons été créés en 2010 et nous étions dans les institutions nationales de 2011-2018 et notre idéologie, c'est la réforme du système. Nous voulons moderniser, sécuriser et développer le Congo. Et la vision, c'est créer un Congo émergent dans 5 ans, un Congo capable de protéger ses frontières, un Congo fort, prospère, moderne. Et nous sommes capables, avec notre vision, de créer plus de 10 millions d'emplois, d'accroître le budget national de 6 à 30 milliards. Il faut notamment des réformes institutionnelles à la page de répondre, à la hauteur de répondre aux défis nationaux. Et pour être capable d'investir dans par exemple, des structures, des infrastructures modernes. Chez nous, les routes n'existent pas, des infrastructures dans tous les secteurs de la santé, ainsi de suite. Notre vision, c'est vraiment éradiquer la corruption pour être efficace, de transformer le pays. Nous avons les défis qui peuvent être vraiment transformés en opportunités pour développer le pays. Nous sommes capables d'investir dans des projets socio-économiques, investir dans les infrastructures nationales, investir dans l'éducation, l'agriculture, l'élevage. Si nous avons des revenus, un budget quand même à la hauteur des problèmes du pays, il faut des réformes nationales
combattre et éradiquer la corruption pour que ce budget-là puisse être rehaussé de 6 milliards à 30 milliards dans 5 ans. Et nous avons un pays plein de richesses et potentialités. Et ces potentialités, nous voulons que ça soit transformé en opportunité de création d'emplois dans 5 ans. Nous pouvons créer plus de 10 millions d'emplois. Et si nous avons aussi un système qui fonctionne, le travail développe un pays, le travail et la justice, c'est la paix, la sécurité et durable. Et merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, professeur Delphin Kugwa aux États-Unis d'Amérique. Sans plus tarder, nous allons avoir Patrick Yogo qui co-anime aussi un groupe de réflexion avec les intellectuels congolais de la diaspora. Aujourd'hui, ils ont animé une conférence de presse au club presse de l'Europe, ici à Schumann. C'était vraiment formidable. Patrick Yogo, vous avez la parole. 20-30 minutes maximum. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Je salue de nouveau le professeur Delphin et toutes les personnes qui sont en ligne avec nous. Excusez la qualité de la vidéo puisque je le fais à partir de mon téléphone portable n'étant pas chez moi pour le moment. Voilà, je vais brièvement d'abord rappeler quelques points. Est-ce que Delphin peut rapidement mettre Yogo comme pour gérer? Je ne saurais pas vous présenter de documents malheureusement, donc il peut toujours rester comme animateur de la conférence Zoom. Je voudrais juste rappeler quelques points. On a parlé du guichet unique, qu'il fallait évidemment le rendre actif. Je signale qu'il y a déjà quand même un site, guichetunique.cd, je crois, qui centralise toutes les demandes pour avoir un numéro de registre de commerce. Ça s'appelle RCMM, quelque chose comme ça. J'invite tout le monde à aller sur le site, donc guichetunique.cd. Ça va plaire au professeur Delphin. La vérité dans tout ça, c'est que pour qu'on puisse avoir une politique de réforme soutenue, il faut que nous ayons un État fort. Cet État fort nécessite une démocratie, un État de droit, comme ça a été rappelé tout au long de cet exposé. Et en démocratie, c'est la majorité qui a le plus de poids. Cette majorité, c'est elle qui décide, c'est elle qui fait passer les lois, et c'est elle qui peut actionner les réformes. À notre niveau aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de prendre langue avec tous ces politiciens. Je parle ici des législateurs, donc sénateurs, députés nationaux, voire les députés provinciaux au niveau des provinces, puisque notre richesse en réalité se trouve dans la plus grande partie dans nos provinces et particulièrement à nos frontières. Le professeur a cité ici toutes les différentes directions, les régies financières. Et vous verrez que, surtout au poste frontalier, c'est là où elles récoltent le plus de recettes, ces recettes qui peuvent être orientées vers les réformes institutionnelles, particulièrement investir dans la digitalisation ou la numérisation. La corruption dans tout ça. Le problème avec la corruption, c'est qu'elle a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle la corruption dite de nécessité. Ces gens qui, faute d'avoir leur salaire en fin de mois en étant fonctionnaire de l'État ou en travaillant dans d'autres entreprises, ils sont obligés ou tenus par nécessité. Même en religion, on dirait que c'est des péchés pieux. Ils sont obligés de voler, de détourner pour survivre. On pourrait les excuser, mais c'est une infraction à la loi. Ils devraient être punis pour cela. Il y a d'un autre côté tous ceux qui sont plutôt dans la corruption d'avidité. Ces gens qui ont déjà des villas à travers le monde, des biens, des salaires mirobolants pour certains, et qui continuent à faire des négociations comme on a vu dans la première image de cette présentation. Ils font des marchés et sous la table, on s'échange des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars, sans que personne ne dise rien, sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Pour lutter contre cette corruption, avec l'aide de la numérisation, il faudrait, par exemple, commencer par avoir des sites Internet publics sur lesquels nous pouvons trouver le tarif exact de tous les actes administratifs
et de toutes les taxes qu'il faut payer. Pour nous, la corruption, pour lutter contre cela, ça repose sur la transparence et la publicité. Si un passeport coûte 185 $ ou 170 $, que ce soit ce prix-là partout. Si pour avoir un acte de naissance dans une commune ou quoi, le prix c'est 5 $, que ce prix-là soit affiché partout et que tout le monde le sache. Comment expliquer lorsque vous êtes à Kinshasa, à Kisangani, à Manono ou ailleurs, vous allez dans une commune pour obtenir un document, c'est quasi à la tête du client. Oui, Namikanda est aboyé, mais il faut que ça soit boyé, pour sa motivation. Tout ça, ce sont des formes de corruption contre lesquelles nous devons lutter. Mais dès le moment où les prix sont affichés de manière publique et transparente, on a déjà une opposition, un barrage qui se fait, et cela par la simple numérisation. Avant que vous vous rendiez à la commune, vous regardez sur le site Internet, vous savez combien vous devez payer pour le faire. Et c'est encore plus vrai, et je continue d'abonder dans le sens du professeur Delphin, pour les entreprises. Comment expliquer que des sommes d'argent circulent entre des comptes ou en liquide? Comment une entreprise peut aller retirer dans une banque des millions de $? Moi, je n'arrive pas à saisir ça. Comment une entreprise vient prendre en cash des millions de $? Vous savez que dans le système bancaire, étant donné que désolé pour le bruit, étant donné que l'économie congolaise est quelque part dollarisée, on remarque que tout se fait en dollars et le système bancaire est tel que lorsqu'on dépasse un certain seuil, 9 999 $, on arrive à 10 000 $, chaque banque commerciale doit signaler, il doit avoir un flag, une lumière qui s'allume pour dire, tiens, il y a un montant qui a atteint le seuil critique. On doit maintenant vérifier, voire justifier tout cela. Et cela, c'est de la numérisation. C'est-à-dire, lorsque vous voyez qu'un transfert ou un dépôt en liquide dépasse une certaine somme, ça doit être signalé. Et l'important, si on avait justement cette connexion entre tous les différents services, c'est que à la fois, on peut, à la banque, signaler, voilà, on remarque des mouvements financiers suspects, on contacte tout de suite, par exemple, le service des recettes financières, de renseignement financier plutôt, la CNRF, Cellule nationale des renseignements financiers, qui, s'il remarque que ça n'est pas normal que telle personne qui a comme métier, comme occupation de faire telle chose, tout d'un coup dépose des montants de 100 000 $ fréquemment, une enquête peut être diligentée. Et si on avait cette numérisation et que tous les services étaient connectés comme ça, tout en restant dans le respect de la loi, évidemment, de la vie privée, et ça, je crois qu'aux États-Unis, en Europe et partout, nous en avons conscience, il faut qu'on puisse suivre ça de très près. On peut continuer comme ça dans la digitalisation. Autre exemple. Un ministre, lorsqu'il entre en fonction, comme tout agent public, doit déposer une déclaration patrimoniale à la Cour constitutionnelle pour le Premier ministre et le Président de la République, je pense, et pour à la Cour de cassation pour les ministres et les députés, etc. Lorsque cette déclaration patrimoniale est enregistrée et déposée, en réalité, une enquête doit être faite parce qu'il faut apporter des titres. Vous dites que vous êtes voilà, aujourd'hui nommé ministre et que dans votre déclaration, vous dites que vous avez 2 maisons, 3 maisons, etc. A-t-on un cadastre numérisé qui nous permettrait d'aller vérifier en quelques clics si ce bien immobilier appartient bel et bien à telle personne? Dans l'autre sens, est-ce qu'on peut aller dans un cadastre immobilier, vérifier si M. Delphin a combien de parcelles sur le territoire congolais? Est-ce que tous ces biens immobiliers qu'il possède correspondent à ses revenus? On ne va pas le faire pour tous les nationaux, évidemment, mais pour des personnes qui
aspirent à diriger le pays ou qui sont justement aux commandes du pays. Voilà un peu tout l'intérêt d'avoir cette numérisation dans l'appareil de l'État. On a parlé des politiciens, mais les salaires, c'est pareil. Il faut qu'on puisse, ce qui a été bien, on a eu quand même une avancée de ce côté-là, il y a eu cette bancarisation des salaires, ce qui nous permet d'avoir des données, je n'allais pas dire en temps réel, mais quasiment, des dépenses de l'État, puisque les grosses dépenses de l'État vont dans le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire les salaires de la fonction publique, et particulièrement de ce que nous appelons les 1440 élus directs et indirects de la République, les députés, sénateurs, députés provinciaux et autres, plus tout ce qui est le pouvoir exécutif, les gouverneurs, vice-gouverneurs, premiers ministres, ministres nationaux, ministres provinciaux. On peut arriver comme ça jusqu'à 1768 personnes, on en a parlé dans notre conférence ce matin. Ces 1768 personnes-là concentrent à eux seuls, je ne saurais pas vous donner le rapport exact, mais le portefeuille, la rubrique dépenses de salaire va, je crois, se rapprocher probablement du tiers, si pas plus, qui va auprès de ces gens-là. Or, en ayant ces données, on peut, lorsque quelqu'un est un bon dirigeant, analyser ces données et essayer de fluctuer et faire des réformes qui permettent que la richesse nationale, les salaires et tout ça, soient équilibrés et mettre en place une clé de répartition. On ne peut pas avoir un premier fonctionnaire de l'État, appelons le chef de l'État, le président de la République, et le dernier, un huissier dans une administration, avoir des écarts par 1000, par 3000. Ce n'est pas normal. Et ça, ce sont les valeurs que doivent porter les différents partis politiques lorsqu'ils sont au pouvoir, de dire, pour nous, par exemple, nous sommes plus dans l'équité entre les gens. D'autres, par leur philosophie politique, sont plus dans la liberté. C'est comme aux États-Unis, c'est celui qui travaille le plus et qui travaille le mieux gagne le plus, et ceux qui travaillent le moins bien, ils n'ont rien. En avant, cette équité, cette redistribution des richesses. On ne le dira jamais assez. Pour qu'on puisse faire toutes les réformes dont le professeur Delphin parle, pour qu'on puisse mener à bien, c'est-à-dire diriger les recettes de l'État vers les points qui sont importants, les investissements qui nous permettent de nous développer, telle la numérisation, par exemple. Pour y arriver, il faut qu'on ait des gens qui ont cette volonté politique, qui ont ces valeurs-là, qui les portent bien ancrées en eux pour qu'on puisse le matérialiser. En gros, pour me résumer, la numérisation est un élément très important pour lutter contre la corruption parce qu'elle permettrait de mettre en rapport les différentes administrations, l'administration fiscale particulièrement, pour les entreprises, pour qu'on puisse surveiller tout ce qui est détournement, corruption. De la même manière, au niveau des individus, puisque, comme vous le savez, tous ceux qui travaillent dans la République démocratique du Congo, il y a un impôt sur les revenus. Hein. Tous ces impôts, ils vont où? Ils sont gérés comment? Normalement, l'État doit avoir un compte unique dans lequel sont déversées toutes les recettes de l'État. Ce sont des principes budgétaires, d'autres en parleraient encore mieux que moi. Ça s'appelle le principe d'universalité du budget. Il faut que toutes les recettes, que ce soit des GoPass qu'on fait payer aux gens à l'aéroport, que ce soit d'autres taxes d'ordre national, les impôts sur les entreprises, etc., doivent toutes converger vers ce compte unique. Et à partir de là, selon le plan budgétaire, on peut les redistribuer aux secteurs clés, aux secteurs qui sont importants pour la République. Si j'ai encore quelques minutes et quelques pistes à proposer, et je vais voir si il ne me manque rien dans ces éléments. Un point qu'il faut que je souligne ici, vous savez que nous avons une Cour des comptes
qui est attachée à l'Assemblée nationale, cette Cour des comptes contrôle les recettes, les dépenses des provinces et du gouvernement central. Également des entreprises publiques, des établissements publics et des entreprises commerciales publiques. Cette Cour des comptes fait des rapports trimestriels à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ces rapports, pour nous, il faudrait que ces rapports soient rendus publics. Normalement, ils doivent être publiés au Moniteur, le rapport annuel en fin d'année, mais le rapport trimestriel que reçoivent le gouvernement d'ailleurs et nos dirigeants, donc le pouvoir législatif, on devrait le rendre public pour que la société civile, nous tous, nous puissions contrôler ce qu'on fait de notre argent et qu'on puisse, quand c'est nécessaire, revendiquer et faire étaler nos désidérata. Je n'ai qu'une image qui me vient à l'esprit. C'est celle, pour moi, de cette nation qu'est le Congo. Et nous serions tous des co-héritiers de nos aïeux, co-héritiers de ce Congo. Et nous avons mandaté des gérants, appelons-les ministres, chefs d'État, députés, sénateurs, mandataires publics. Ce sont les gérants de notre héritage à nous. Je n'arrive pas à concevoir que des gérants puissent devenir plus riches que les co-héritiers sur leur propre bien, leur propre héritage. Il y a un décalage, un fossé qui n'est pas normal. Normalement, lorsque quelqu'un gère pour autrui, il doit faire en sorte que cet autrui puisse en profiter. Ici, nous constatons que dès que vous êtes dirigeant, vous en profitez. Dès que vous n'êtes plus, vous n'en profitez plus. Mais dans tout ça, 60 années après l'indépendance, le peuple ne se retrouve pas. Alors, j'encourage le professeur Delphin pour les réformes. N'oublions pas que la politique est quelque chose de capital. Dans cela qu'il faut avoir une certaine majorité. Il serait probablement de bonne loi de prendre langue avec nos responsables politiques d'aujourd'hui sur l'intérêt supérieur de la nation, sur les réformes importantes à mettre en œuvre. Nous vivons, nous, ici en Belgique, lorsqu'on veut assister au débat parlementaire, on peut se rendre à l'Assemblée et suivre. On peut même avoir sur la télévision des débats en direct, comme ça se fait en France ou ici, puisqu'il y a plusieurs régions ici, en Flandre. Il y a une chaîne spécialement pour les débats parlementaires. Ils débattent de notre destin, de notre vie. Donc, on doit être informé de cela. Et les partis politiques, les médias, notamment la presse congolaise, doivent vraiment tout faire pour mettre à la disposition du public, même si le public ne s'y intéresse pas suffisamment, on peut faire aimer aux gens la politique. La politique, finalement, qu'est-ce que c'est si ce n'est que la gestion de la cité, la gestion de la ville, tout comme l'économie d'ailleurs, c'est la gestion de la maison étymologiquement. Donc, c'est notre maison, c'est notre héritage. Nous devons y avoir droit, nous devons y prendre part. Et la Constitution congolaise le garantit. L'État doit assurer, garantir la redistribution équitable, pas égale, équitable des richesses nationales. Et cela se fait dans la collecte des recettes en faisant barrière à la corruption, ces détournements qui se font avec les multinationales, avec les nationaux entre eux, avec les dirigeants contre la population. Il faut qu'on mette un frein à cela et qu'on surveille les dépenses de l'État. Il y a des ministres en Suède qui ont dû démissionner parce qu'ils se sont servis de la carte de crédit officielle pour un dîner privé. La ministre en question avait dit « je vais rembourser ». On a dit « pas de problème, vous remboursez, mais vous démissionnez aussi ». On ne doit pas transiger là-dessus. Ce qui est public doit rester public, ce qui est privé doit rester privé. Pendant le procès qui a fait grand bruit sur le programme dit des 100 jours, je crois qu'il y a un des prévenus, condamné aujourd'hui, qui avait aussi, tout bonnement, devant toute la presse réunie et devant les juges, a dit que oui, il a pris dans le budget telle somme pour s'acheter à manger, pour son logement. Le juge lui a posé question, si vous vous en souvenez, est-ce que c'était prévu dans le budget? Il dit non, non, mais je devais rester là, donc j'ai pris, voilà. Le professeur Delphin est PMP, je vois, Professional Management Project. Alors, vous savez très bien que la gestion de projet
nécessite qu'on fasse bien la part des choses entre le procurement, entre la qualité, entre les coûts. On doit bien ségréguer tout ça. Et lorsqu'on fait un plan au niveau des coûts, soit c'est intégré, soit ça ne l'est pas. Si ce n'est pas intégré, ne commencez pas à prendre là-dedans parce que vous allez faire tomber la société qui est l'État. En gros, c'est l'apport ou la contribution que je voulais mettre ici sur la table pour cette conférence et je souhaite bon vent au professeur Delphin. Je vous remercie. Pasteur Bobo, nous n'avons pas le son ici. Oui, nous avons perdu le son. Hein? J'ai entendu le professeur Delphin, mais le pasteur Bobo, je ne l'entends pas. Oui, oui, moi aussi. Est-ce que moi, vous m'entendez? Pasteur Aimé, nous vous entendons 5 sur 5. Pasteur Bobo, vous n'êtes plus en ligne. Est-ce que vous m'entendez aussi? Oui, on vous entend. Oui, c'est l'abbé Philippine, je crois. Oui, j'entends. Oui. Oui. OK. En tout cas, nous n'écoutons pas le pasteur Bobo. Il a fermé son micro, je crois. Pasteur Bobo, vous essayez un peu de parler? Il est en train de parler, mais on ne sait pas non, on ne vous entend pas. Il y a toujours un moyen de lui faire un message pour savoir si... Il faut qu'il ouvre son micro. Ouais. Je vais lui faire un message. Oui, il est en train de couper, de remettre pour essayer de reprendre la main. Mais... Je lui fais un message tout de suite. J'ai arrangé son micro. Mais ça ne marche toujours pas. Non. Il a fermé son micro sans le savoir. Oui, je lui fais un message. En attendant, peut-être pour ne pas rester à ne rien faire, je voudrais poser une petite question au professeur Delphin. Oui. Parce que j'ai appris que vous avez été au Congo pour une série de conférences, vous avez animé une série de conférences. Je m'appelle Pini Pini Sassai. Donc, je suis doctorant, je suis aussi écrivain, je suis politologue, donc. Et la situation de notre pays vraiment me préoccupe grandement. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages là-dessus. Alors, j'ai appris que vous avez été au Congo, que vous avez animé un certain nombre de conférences, y compris dans les universités. Alors, est-ce que vous avez aussi parlé aux hommes politiques, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs? Est-ce qu'il y a eu une conférence à la direction également? C'est une question. Ok, merci. Bon, on ne sait pas si le modérateur peut, là maintenant. Mais on est obligé de continuer sans lui. Hein. Il est hors. Mais vous, on vous écoute, on écoute aussi la même Philippine et on continue parce que là, je ne sais même pas lui écrire un message, c'est bizarre. Hein? Tout est bloqué chez lui. Je lui ai fait un message déjà. Je pense qu'il est là de retour. Il est là. C'est bon? C'est bon? D'accord. Ah, ok. Ah, c'est bon. C'est compliqué ça. Donc, je disais, on a plus ou moins 30 minutes pour des questions-réponses. J'ai beaucoup aimé, moi je vous écoutais. J'ai beaucoup aimé quand Abbé Pipul a posé sa question. Si on peut contrôler dans cette élan, ça sera bon. Et moi, j'en profite pour poser aussi ma question directement, pour enchaîner. Pour ces réformes-là, il faut des acteurs. Professeur Delphin, avec quels acteurs vous comptez réaliser ces réformes un jour? Si c'est avec les mêmes acteurs, en tout cas, il faut oublier. Et que faire? Ok. Et à Patrick Yoro qui, pour lui, il y a un groupe de personnes qui décident pour nous, qui... je ne sais pas s'il peut nous expliciter par rapport à ces groupes de personnes-là qui décident
à l'autre, non, c'est la démocratie. On les a votés, c'est qui précisément ces groupes de personnes-là et qu'est-ce que nous pouvons faire pour les influencer à faire avancer les choses. Donc, c'est ça mes questions. OK. Est-ce que vous avez suivi aussi la question des compatriotes, c'était Pini, right? Si oui, j'ai suivi. OK. Donc, on peut prendre les deux questions ensemble. Merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier le compatriote, M. Patrick. Il a vraiment ajouté de bonnes choses sur la table, sur le débat. Il a parlé de ce que j'ai retenu. Il a parlé il y a un aspect de la corruption qu'il faut reconnaître chez nous. Il y a la nécessité. Il y a la corruption comme ligne de nécessité parce que pour la survie, pour certains gens, il faut faire ça parce que c'est ça le système. Et il a aussi parlé comme dans le cas des remèdes, qu'il faut vraiment une politique de redistribution des revenus, des ressources nationales. Il faut avoir, s'il faut recourir à la numérisation, digitalisation, mais il faut d'abord avoir cette politique nationale. Mais avant aussi, je voulais clarifier, il a parlé de guichet unique qui est là. Oui, je l'ai aussi mentionné qu'il y a le guichet unique pour la création des entreprises. C'est géré par l'Agence nationale de promotion des investissements, qu'on appelle ANAPI. Ils ont le guichet unique pour créer les entreprises. Mais ce que nous parlons ici, de guichet unique pour identifier les personnes ou les opérateurs économiques. C'est ce qu'on n'a pas. Donc, si on a un guichet unique pour identifier chaque opérateur, quand il importe avec un seul numéro, il peut vendre qu'avec le même numéro. C'est l'exemple que j'ai donné. Il peut avoir différentes identités. Donc, il peut vendre aujourd'hui comme Y, il vend le lendemain dans une autre ville comme Z parce qu'il n'y a pas cette centrale nationale de données numériques. Donc, il faut les guichets. Le problème chez nous, c'est un problème de guichet unique pour l'identification, non seulement des personnes, mais aussi des opérateurs économiques. C'est un des moyens aujourd'hui pour combattre ces fléaux de corruption chez nous parce que chacun peut faire ce qu'il fait. Évidemment, le problème, le système actuel, aujourd'hui, bénéficie que ceux qui gagnent de ce système. Donc, les mandataires publics qui s'enrichissent et aussi les opérateurs économiques. Au lieu de payer les taxes sur 1 million de marchandises qu'il a importées, il doit payer sous différents noms sur peut-être 300 000. Donc, les deux personnes, ce sont des recettes, des manques à gagner qui devraient aller dans le trésor public, qui devraient contribuer à financer, qui devraient aider l'État de répondre aux attentes, de répondre dans le cadre de financer les projets de développement socio-économique, les projets de moderniser ou d'améliorer les infrastructures nationales, créer des routes, accès à l'électricité, à l'eau, ainsi de suite. L'État n'a pas de moyens pour financer sa politique. On peut faire des déclarations de bonnes intentions, on veut faire ceci, cela. À la fin de la journée, est-ce qu'on a les moyens pour investir? Mais le pays a des moyens, des capacités, des ressources et potentialités. Si on peut aujourd'hui tirer profit de la révolution technologique moderne, capable de faire les mêmes résultats qu'ailleurs. Pour maintenant aller à la question d'abord commencer par la question du pasteur Bobo, il demande ces réformes-là, quels sont les acteurs avec qui nous pouvons? Bon, nous prenons ensemble la réforme possible. Nous croyons que cette réforme, c'est avec les Congolais, avec tout le monde. Il y a ceux qui sont dans ce système, comme M. Patrick l'a dit, il y a la nécessité, il y a une ligne de nécessité qui contribue aussi à la corruption. Ils le sont parce que, par exemple, il n'est pas bien rémunéré, il n'est pas bien payé. Il doit faire cette opération en dessous de la table pour être capable aussi de vivre. Mais si cette personne, l'État maintenant a cette politique que M. Patrick a mentionné, la redistribution équitable de revenus,
Il y a le salaire pour tout le monde qui répond vraiment, comme il a bien expliqué, l'écart du premier citoyen jusqu'au huissier. Et que cette personne connaît, si on m'attrape en train de faire la corruption, je vais perdre mon emploi, alors que je gagne pour vivre, pour répondre aux besoins de ma famille. Donc, on peut, la réforme, ce ne sont pas des nouveaux Congolais, ce sont avec les mêmes Congolais. Nous avons seulement besoin de changer le système. Les Congolais peuvent répondre à ce système qui est fonctionnel comme partout ailleurs. Donc, on a besoin que, comme M. Patrick l'a mentionné, il faut une volonté politique, il faut aussi une vision. On a besoin sur la table d'une volonté pour changer ce système. On a aussi besoin d'une vision moderne pour que ce système soit éradiqué avec la numérisation, la digitalisation aussi du système manuel. C'est ça un peu la réponse. Les acteurs, ce sont les Congolais. On doit changer le système avec le même Congolais. Il y a un système qui est là qui ne bénéficie que les Congolais qui attirent profit, mais qui peuvent aussi changer si le système est bien transformé, changé. Bon, Pimpin, il a parlé de les différentes conférences animées, que ce soit au pays ou dans la diaspora. Nous avons eu dans la diaspora une conférence avec des professeurs, de certains professeurs à Kinshasa. Nous avons aussi parlé des mêmes sujets, l'apport des nouvelles technologies, spécifiquement dans le secteur de l'éducation, quand tout le monde était en panique, il y a ceci, pourquoi chez nous, l'éducation, les enfants sont à la maison, ailleurs on étudie, c'est quoi au juste? Et nous sommes arrivés à la même conclusion. Ne cherchons pas des médias 14 la solution, que ce n'est pas une question de numérisation du système. C'est d'abord une question de réforme. Il y a des lois du pays qui doivent reconnaître l'enseignement à distance. Il faut d'abord des réformes, des lois. Chez nous, on ne connaît pas encore cette forme d'enseignement. Il faut d'abord qu'il y ait des lois qui reconnaissent que l'enseignement à distance est permis au Congo sous les différents critères. Le ministre de l'enseignement, ce n'est pas primaire, secondaire, il a lancé, je crois, une annonce qui dit que les écoles privées qui étaient en train d'offrir des certificats, qu'ils ont fait des enseignements à distance, tout ça, c'était illégal et tout était invalidé. C'est parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc, on ne peut pas sauter à la solution numérique il faut d'abord des réformes, il faut d'abord des lois. Et sur ces lois-là qu'on maintenant recourt à la solution technologique. Nous avons, au Congo, on n'a pas eu la chance de changer avec les députés ou les sénateurs ou les responsables des différentes institutions pour leur proposer ces idées de réforme, comment nous pouvons aussi tirer profit de cette révolution numérique. Mais nous croyons qu'avec les mesures de confinement qui sont en train d'être revisitées partout au monde, nous aurons la chance d'entrer au Congo et changer autour des mêmes thèmes, avec non seulement les étudiants, mais aussi dans les institutions du pays. Et quelles sont les réformes qui sont aujourd'hui des priorités partout au monde et que les pays aussi peuvent essayer d'initier pour les bénéfices qu'ils peuvent. Voilà un peu une réponse. Merci. Patrick Yogo, si tu peux répondre à ma question, ça sera aussi bon. La question, si oui. Je laisse, quels sont les acteurs pour ces réformes comprendre? C'était ça la question. Oui. Nous avons dit que les nouveaux acteurs sont les mêmes Congolais. Nous disons que la réforme, ensemble, la réforme est possible. Il y a les Congolais qui sont aujourd'hui dans ce système de corruption par manque de politique de ligne, de redistribution des revenus. Ils gagnent peu et ils ne peuvent faire que la corruption pour la survie. Et même avec les mêmes acteurs politiques, s'il y a des réformes, nous pouvons aussi être capables d'être efficaces comme nation. Donc, nous sommes en train de faire véhiculer le message à tout le monde, à tout Congolais. C'est ensemble avec tout Congolais que nous pouvons changer, transformer ce pays. Qu'il soit dans le système actuel, qu'il soit un citoyen. M. Patrick l'a bien dit qu'il faut cultiver cet amour de la politique chez nous, parce que les gens souvent croient que la politique, oh, je ne m'intéresse pas.
mais on ne peut pas changer une nation sans s'intéresser de l'apport de la politique. Nous avons donné l'exemple de l'apport des politiques dans le secteur des télécommunications, comment l'initiative de réforme du président Bill Clinton a transformé non seulement l'Amérique, mais le monde entier. Donc, nous devons cultiver à tout le monde cet amour qu'il y a quelque chose à apporter sur la table. On s'intéresse à la politique. Il y a un sujet intéressant, comment changer, comment transformer cette nation. Et nous pouvons tous ensemble mener cette lutte noble. Et nous comptons surtout Congolais de faire véhiculer ce message de réforme, de dire que le changement est possible, la réforme est possible, un Congo nouveau, fort, prospère, un Congo émergent est aussi possible si nous avons une bonne volonté et une vision moderne. Donc, avec tout Congolais, nous sommes dans cette démarche de faire véhiculer ce message de réforme pour tout Congolais. Actuellement, nous avons des Congolais qui sont impliqués dans ces mouvements partout au monde. Nous avons des Congolais en Europe, en Amérique, au Congo, dans presque toutes les différentes provinces du pays. Nous avons des Congolais nous travaillons ensemble. Merci. En tout cas, on peut continuer avec cette série de questions. Je ne sais pas si Patrick Yogo peut réagir, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser. OK, ben, Pasteur Bobo, je vais alors répondre à votre question. Pour rappeler cette question, c'était de savoir de quelle manière on pourrait avoir de l'influence sur ce groupe de personnes qui dirigent le Congo. D'abord, c'est qui ces personnes-là? Je viens de vous dire tout à l'heure que les personnes qui dirigent le Congo, c'est les personnes que les Congolais ont, entre guillemets, désignées, élues. Ce sont les députés nationaux comme provinciaux. C'est eux qui est issu de ces assemblées, le Premier ministre, le gouverneur, les vice-gouverneurs, etc., qui, eux, forment des gouvernements provinciaux comme nationaux, et c'est eux qui prennent des décisions, des arrêts, des décrets, le guichet unique et tout ça. Ce sont les ministres qui vont faire des arrêtés, tout ça, qui vont mettre ça en place. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui déterminent la politique générale de l'État, en concertation avec le chef de l'État. Ce sont ces gens-là. On les a identifiés par le nombre que je vous ai cité tout à l'heure, 1768. On y comprend les ministres nationaux comme provinciaux et tous les élus du peuple que sont les vice-gouverneurs, les gouverneurs et les sénateurs, les députés. Voilà la classe politique, l'élite qui dirige plus de 70 millions de Congolaises et de Congolais. Or, j'avais fini avec cette allégorie de l'héritage. Ce sont des représentants, ce sont des gens, des mandataires. Ils le font par procuration en notre nom à nous. Tout comme la justice est rendue au nom du peuple, eux aussi, tous ceux qui font, ils le font au nom du peuple. Les sessions parlementaires en République démocratique du Congo, il y en a deux sessions, les sessions ordinaires. Il y en a 2 par an. Donc, eux, ils vont au bureau, entre guillemets, enfin à l'Assemblée, 2 fois par an pour des durées de 3 mois. Donc, du 15 mars au 15 juin, ils sont dans les assemblées, ils travaillent, ils légifèrent, ils contrôlent les gouvernements, etc. Du 15 septembre au 15 décembre, ils font la même chose. Les 6 mois qui restent, 2 fois 3 mois, ils sont dans ce qu'on appelle les vacances parlementaires. La loi demande à ces députés, à ces sénateurs, lorsqu'ils sont en vacances parlementaires, de retourner dans leurs circonscriptions électorales pour rendre des comptes et échanger avec les nationaux, leurs électeurs en fait, ou en tout cas leurs administrés d'une certaine manière. La seule façon que moi je vois d'influencer, c'est de les voir pendant ces vacances parlementaires. Par exemple, maintenant avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais je crois qu'ils étaient en session extraordinaire, etc. Mais maintenant, ils sont en vacances parlementaires, je pense. Beaucoup, on les voit, quand ils sont en vacances parlementaires, ils se retrouvent aux États-Unis, en Afrique du Sud, à Hong Kong, etc. Mais prioritairement, ils devraient d'abord se retrouver dans leur circonscription électorale, dans leur fief. Et c'est là où il faut échanger avec eux. Et d'où il faut cette maturité de notre population. Lorsqu'ils vont voir leurs représentants, il faut venir avec des demandes claires.
comme on dit, des demandes SMART qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et qu'on peut mesurer dans le temps. SMART. Donc, il faut qu'on arrive à les voir en disant, voilà, nous voulons obtenir, par exemple, une couverture, la fibre optique, l'Internet pour tous, pour la fin de votre législature. Comment comptez-vous le faire? Comment pouvez-vous faire pour nous satisfaire sur cette question-là? On les écoute et on échange avec eux, on essaie de voir. Il en va de même pour d'autres cas. On vous dit par exemple, oui, ils ont décidé de désigner tel ou tel comme président de telle institution d'appui à la démocratie. Le peuple, les électeurs, doivent aller voir leurs représentants en disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas à l'Assemblée? Nous qui vous avons élus, nous pensons que ce n'est pas bon de le faire comme ci, comme ci, comme ça. Dites-nous pourquoi vous le faites comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer cela? Autrement, nous n'allons plus vous voter. Nous restons ici dans l'esprit théorique que nous sommes dans un état de droit démocratique et tout fonctionne bien. Donc, on reste dans la théorie. Mais arrivé à un certain point, et ce n'est pas demander le chaos dans le pays, c'est de mettre une pression beaucoup plus forte sur ces gens. Puisqu'on les identifie clairement. Il y a un site, vous voyez les sénateurs, les 108 plus les sénateurs à vie, vous avez leur nom, je crois que pour certains, il y a même leur numéro de téléphone. Avec cette digitalisation, on peut les bombarder de messages si on veut. Si on veut. Leurs adresses mail, on peut les saturer si on veut. Et là, je reste dans le numérique. Pensez maintenant à tout ce qu'on peut faire dans le réel. Donc, il y a plusieurs manières de mettre de la pression sur les gens, parce qu'on peut éviter que nos frères, nos sœurs soient tués dans des manifestations, mais on peut rendre la vie difficile à ces élus. Très, très difficile. Des gens peuvent disparaître du numérique. Il y a moyen de faire des choses incroyables. Je crois que le professeur Delphin sait de quoi je parle, mais surtout avec leur site comme ils sont là, on peut paralyser beaucoup de choses très vite. Mais ça n'est pas dans notre intérêt, puisqu'on est déjà dans une situation compliquée. Si on veut encore la rendre encore plus compliquée, c'est là où il faut de la sagesse, de la stratégie, c'est de la négociation. On veut quelque chose, pour l'obtenir, on peut augmenter d'un cran, de 2 crans, de 3 crans la pression. Et il y a plusieurs formes de pression. Il n'y a pas que les armes pour faire de la coercition, pour contraindre des gens à faire quelque chose. On peut le faire par la négociation. Il y a des négociations fermes parfois. Vous voyez, élément simple. Dès que un dirigeant est malade, où est-ce qu'il va se faire soigner? Ici. À l'extérieur du pays. Leur carte de crédit et tout ça. Professeur Delphin, corrigez-moi. N'y a-t-il pas une ou deux seulement instances qui gèrent toutes les transactions électroniques monétaires dans le monde? Nous avons vécu ici. Vous savez combien de gens nous connaissons qui travaillent dans ces bureaux-là? Je peux vous donner le montant qu'il y a sur certaines cartes de crédit de certains dirigeants, si je le veux. Et il y a 1001 manières de le faire. Mais commençons par la plus simple, le dialogue. Qu'on se parle, qu'on s'écoute et on essaie d'avancer. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Et j'espère que j'ai répondu à votre question, Pasteur Bou. Merci beaucoup. On peut enchaîner. Je vais maintenant chez le professeur Delphin. Prof, est-ce que vous parlez du budget? Avec la nouvelle technologie, on peut booster le budget. J'ai suivi beaucoup de vos conférences. Vous l'expliquez si bien. Mais pourquoi les dirigeants actuels, ou les dirigeants africains, ou congolais en particulier, refusent d'entrer dans le train, dans ce train de la nouvelle technologie qui peut booster le budget, qui peut faire développer l'Afrique? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui bloque vous comme technicien, professeur, aussi comme politicien? Qu'est-ce qui coince? Et que faire? Ok, merci beaucoup. Pour arriver à la question, je voulais d'abord compléter le compatriote M. Patrick. Il a soulevé un point très important sur l'influence que les citoyens peuvent faire sur les mandataires, les dirigeants.
avec le système numérique aujourd'hui. Nous pensons que même l'État a un rôle capital. Par exemple, dans la même logique, l'exemple qu'il a donné. Imaginez-vous si, parlons d'abord des parlementaires, les 6 mois qui doivent être dans leur circonscription électorale, et les 3 mois de janvier à mars, septembre, décembre qui doivent être à Kinshasa. Quand ils voyagent, par exemple, ils passent par les aéroports. On connaît scanner son passeport. Et directement, on poste sur le site web, tel député a voyagé pour la France. Et on sait quand est-ce qu'il va rentrer. Tout le monde connaît combien de temps il est là. Ça va changer de mentalité déjà. Parce que tout le monde connaît que, lui, les 6 mois, il a passé ça en France. Et quand il rentre, des fois, qu'est-ce qui se passe? Moi, je connais beaucoup de députés. Quand il voyage, par exemple, il peut passer par son fils et puis il prend le vol pour l'étranger. Il passe là pour moins d'1 semaine et puis il passe les 6 mois en dehors du pays ou 5 mois. Il rentre, ou bien quand du retour qu'il passe dans son fils, il dit qu'il était en vacances. Mais on connaît maintenant comment retracer où est-ce qu'il était pendant tout ce temps. C'est public, tout le monde connaît tel député, tel sénateur. Il est en Belgique, il est en Chine. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les achats là-bas et les affaires. Et quand est-ce qu'il va rentrer? Ça peut aussi changer de mentalité. Voilà l'apport dans tout le secteur, comment cette technologie est en train de révolutionner le monde, de changer de mentalité, d'aider à moderniser le pays et le système. Pour entrer à la question du budget, comment réellement ce secteur aujourd'hui devenir incontournable, cet outil de nouvelles technologies peut aider à booster le budget national. Nous avons un budget, par exemple, de moins de 6 milliards dans un pays comme le nôtre. Il y a plusieurs secteurs qui montrent comment ce budget peut même aller à plus de 30 milliards dans 5 ans. Dans plusieurs. Parlons par exemple de quelques secteurs. Il y a par exemple le secteur du tourisme. Nous connaissons que nous sommes le pays qui a plein beaucoup d'animaux, de nature, de parcs que tout le monde veut visiter. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Ce secteur apporte rien au trésor public. Il n'y a pas de tourisme. Mais voyons maintenant les pays, par exemple, comme l'Égypte. L'Afrique du Sud, c'est plus de 16 milliards par an que ce secteur apporte au trésor public. Nous avons par exemple des pays comme Maroc, c'est 7 milliards. D'autres pays dans la région en Afrique, Tanzanie, c'est plus de 2 milliards. Le Kenya, c'est presque 2 milliards. Vous voyez un peu. Et chez nous, ce pays-là, que tout le monde, tous ces animaux-là, c'est pas que nous avons. Mais qu'est-ce que ça apporte au trésor public? Nous avons non seulement une présence moins efficace en ligne, on a parlé de différents sites, avec ce site-là qui termine avec le code du pays, de .com, comme si on était en Amérique, vous partez sur Google, vous ne pouvez pas retrouver ce site du gouvernement congolais qui termine avec le code de .com. C'est en Amérique. Vous êtes en train de chercher ce pays-là en Afrique, on ne trouve pas ça. Vous voyez un peu. Et comme conséquence, par exemple, si on veut voyager, par exemple, dans la région des Grands Lacs, on veut aller visiter le parc de Virunga, au Nord Kivu, Google va vous envoyer au Rwanda. Et parce que c'est là où on peut retrouver les sites qui répondent aux normes et standards internationaux, les sites web, une présence efficace. Et quand vous arrivez là-bas, vous imaginez un touriste qui arrive là, qui devrait visiter le parc qui est à Goma. On lui oriente l'hôtel, le bon hôtel, c'est à Gisenyi, une petite ville à côté de la ville de Goma. À Goma, il y a des hôtels de meilleure qualité que Gisenyi, mais il séjourne à Goma, non, à Gisenyi, il est à l'hôtel. Et pourtant, il devrait être à Goma. Les recherches montrent pour un touriste qui, par jour, il dépense plus de 150 $. C'est l'argent qui entre dans le secteur des hôtels, des transports, des restaurants, et ainsi de suite. Et quand il fait 10 jours, c'est 1 500. Si soit 10, c'est 15 000. Ça, c'est l'argent qui pouvait circuler dans l'économie locale. Les taxes, les manques à gagner pour l'État, mais c'est le pays voisin qui en profite. Ce secteur-là de tourisme qui fait 2 milliards,
de l'argent. Au Kenya, c'est presque un quart du budget national. En Tanzanie, plus de 2 milliards et d'autres pays. Mais au Congo, si ça pouvait faire 3 milliards, s'il faut tenir compte de ce que le Congo représente dans ce secteur. Et qu'est-ce que les 3 milliards représentent sur les moins de 6 milliards de budget national? Voilà comment le tourisme peut presque doubler, peut faire presque 50% du budget actuel. Et quand nous allons, par exemple, dans les secteurs, par exemple, nous avons le secteur des régies financières. Ce secteur-là, c'est le poumon de l'économie parce que là, c'est la gestion des ressources nationales. Et nous venons de dire que ce secteur est manuel, semi-manuel. Et quand on fait des projets, ce sont des projets qui n'apportent rien au trésor public, mais c'est aussi un secteur où les responsables sont les plus riches dans le pays. Et qu'est-ce qui fait que ce secteur ne peut pas être modernisé? Nos recherches montrent que ce secteur est capable de multiplier 5 fois le budget national s'il est numérisé, s'il est modernisé. Les recettes qui entrent, les commerçants qui importent avec un nom et qui vendent avec 3 différents noms au pays, c'est le manque à gagner. Dans les frontières, comme l'a mentionné M. Patrick, c'est là où il y a beaucoup de ressources. Regardez le trafic à Kassoumbalès à Lubumbashi par jour, et où vont tous ces revenus-là. J'ai vu un documentaire qui montre que par mois, c'est plus de 10 millions, d'argent. Mais dans le trésor public, c'est combien qui entre? Peut-être moins de 2 millions. Donc, il y a beaucoup qu'on peut faire pour rehausser, booster le budget national avec la numérisation. Mais ce qui manque, c'est la volonté et la vision. Le secteur, par exemple, des transports, les FONER, les Fonds nationaux d'entretien des routes. Au Congo, comme partout ailleurs, par exemple en Amérique, vous traversez partout un pont, vous devez payer $1 ou $5. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Les FONER, même s'il faut seulement compter la ville de Kinshasa, parce que chez nous, les FONER, c'est quoi? Quand les gens traversent les routes, et aussi quand ils payent le carburant, il y a une taxe sur chaque litre de carburant. C'est 106 millions de dollars par an de revenus dans le trésor public. Mais il y a par exemple une seule ville, par exemple la ville de Goma, qui peut faire plus que ça. Maintenant, multiplier ça par combien de villes au pays? Parce que s'il faut regarder même la circulation dans la ville de Kinshasa, sur chaque litre de carburant, les taxes qu'on paye et les frais de trafic. Mais M. Patrick, il a parlé de GoPass dans les aéroports. Vous imaginez-vous tous ces aéroports, que ce soit les GoPass national ou vol international, mais où vont ces revenus? Si ces revenus sont bien canalisés avec le système numérique, ce sont des recettes publiques qui doivent accroître. Ce n'est pas le budget de 6 milliards. C'est un budget qui est basé sur un système annuel. Ce système qui est une corruption à ciel ouvert au bénéfice des mandataires publics qui s'enrichissent illégalement ou on peut dire par nécessité. Il y a un système qui doit être réformé, qui doit être changé. Il faut la volonté politique et une vision comment changer ce système. Voilà, il y a beaucoup d'axes qu'on peut démontrer comment ce budget peut être, comment on peut augmenter, accroître ce budget qui est de 6 milliards à 30 milliards. Et si nous parlons d'aller de 6 à 12 milliards, juste moderniser un secteur, et puis de 12 à 18, de 18 à 24 et de 24 à 30. Pendant les 5 ans, il y a des secteurs clés que nous parlons, comment on peut d'abord prendre ce secteur, moderniser ça, et puis aller dans l'autre secteur, et puis ici dans l'autre secteur. Bien sûr, comme on a dit, il faut d'abord le poids politique, il faut d'abord des mesures de réforme pour changer la façon, les lois qui régissent les différents secteurs, les différentes institutions, et en menant faire recours à la solution numérique pour bien canaliser et maximiser les recettes, capables d'aller de 6 milliards à 30 milliards. Merci. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin, mais on laisse la parole aux autres aussi. On vous laisse la parole si vous voulez intervenir avec une question, une ou deux questions. En tout cas, on vous laisse. Pasteur Aimé et les autres, si c'est possible, on vous laisse la parole. J'ai aussi levé la main.
Vous avez la parole. Oui. Je peux? Oui, vous pouvez. Ah, OK. Ben, donc, je remercie encore une fois les deux intervenants hein, pour cette soirée, enfin, ou cette matinée pour monsieur qui boit là-bas, aux États-Unis. Mais à vous entendre, de toute façon, tous les deux, vous rejoignez. Et le problème, on le voit bien, il n'est pas au niveau du pays en tant que tel. Le problème est au niveau des mandataires publics, donc des hommes politiques. Alors, la question est justement de savoir, et je crois que ça, on n'a pas répondu, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces mandataires publics? C'est vrai que Patrick a dit qu'on peut le suivre, on peut faire des pressions et tout, mais je sais que le problème ne me paraît pas là-bas parce que cette situation de mandataire public, elle a une origine et cette origine a commencé dès 1960 avec ce qu'on a appelé le commissaire et ça ne fait que se recycler jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un recyclage permanent de cette classe publique qui est en réalité l'ennemi du peuple congolais sur les traces de l'ancien État du Congo. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous allez dans nos villages, que vous posez la question que les gens, c'est quoi l'État? Pour eux, l'État, c'est le rançonnage. Donc, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les agents de l'État, quand ils arrivent dans des villages, ce n'est jamais pour un projet de développement. À aucun moment, les gens au niveau de ce qu'on appelle des collectivités ou des territoires ou des districts ou même des provinces ou des communes ne pensent à une action envers la population de développement ou de quoi que ce soit et ne sont là que pour les taxes, donc pour rançonner. Et cette pratique-là, c'est la pratique de l'État indépendant du Congo de Léopold II. Et cette pratique qui continue. Donc le problème, il est là. Comment libérer notre peuple, notre pays de cet art laissé par l'État colonial et qui continue, qui persiste, qui fait que quand quelqu'un est au pouvoir, il est là contre son propre peuple, alors que nos ancêtres nous ont laissé un dirigeant est d'abord un dirigeant pour son peuple, pour le bien. Il est d'abord défenseur de son peuple, il est protecteur de son peuple. Or, chez nous, sur la base justement de l'État indépendant du Congo et du Congo belge qui a suivi, un mandataire public est là d'abord pour son propre ventre, contre le peuple. Donc, je crois que la question est plutôt celle-là. Parce que c'est vrai que tout ce que vous dites, on peut mettre en œuvre, même à moins de 2-3 ans, que le pays puisse se remettre en marche, que le pays puisse être un pays bien géré, un pays normal. Donc, mais le problème, c'est que avec cette classe politique qui est en recyclage permanent hein, et qui a pris le pays en otage, comment voulez-vous qu'on puisse penser à réformer le pays avec une classe politique pareille? Dommage, comme je disais que le problème, il est à ce niveau-là, hein, qu'il faudrait peut-être, voilà, je pense que je devrais vous demander, est-ce qu'on parle avec ces gens-là? Est-ce que quand vous allez à Kinshasa, vous parlez avec eux? Est-ce que vous pouvez, que ce soit Patrick ou que ce soit Kibois, est-ce que vous pouvez parler à ces gens, à cette classe politique au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement, parler avec eux, tout en sachant évidemment, comme j'ai dit, qui se renouvellent, qui se recyclent constamment. OK. Est-ce qu'on a la parole? Si quelqu'un d'autre peut rapidement poser la question comme ça, vous pouvez terminer avec ça. Si quelqu'un d'autre peut réagir rapidement, ça sera bon. Si quelqu'un d'autre peut réagir comme ça, il faut répondre et puis on pourra terminer ici. Si quelqu'un d'autre peut réagir aussi ou poser une question, ça sera bon. En tout cas, on vous donne la parole. Hein. OK, merci beaucoup. C'est une question, le compatriote Philippine, il revient à la question, qu'est-ce que
on peut faire? Nous avons affaire à une classe politique, un système de recyclage permanent. La même classe politique depuis l'indépendance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réellement libérer le peuple ou la nation de cette même classe politique? Je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'abord, vous savez, chez nous, nous avons un système. Nous avons été pendant presque 32 ans dans une dictature. Après ça, nous avons commencé le système de démocratie, les élections, ainsi de suite. Il faut reconnaître que les premières élections, comme deuxième ou troisième élection au pays, il n'y a jamais eu un projet de société, une vision qui a été bâtie. Donc, on élit quelqu'un sans vision. Il est là, il se présente et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Personne ne connaît ce qu'il va faire. Mais à la fin, le peuple congolais attend de voir des actions. Oh, qu'est-ce qu'il n'a rien fait, ainsi de suite. Normalement, partout ailleurs, le processus, il y a une vision. Quelqu'un commence à parler des grandes lignes de sa vision. Le moment de campagne, cette vision-là s'est développée comme des projets de société. Et après, s'il gagne les élections, le projet de société devient maintenant le programme politique pour définir les priorités sur base des recommandations, de feedback reçus dans les campagnes. Et c'est ce qui devient le programme du gouvernement. Voici la priorité pour ce mandat qu'on a eu. Et ce programme maintenant développe des actions concrètes qui vont donner des fruits de réalisation. Mais chez nous, on ne connaît pas ce que la personne va faire pour le mandat. Et à la fin, on commence à lui demander des résultats ou des actions. Il n'a pas eu la chance de présenter sa vision. En 2006, le président Joseph Kabila a été élu. Ce n'est que lors de son discours d'investiture qu'il avait prononcé sa vision de 5 chantiers, que personne n'avait connu tout au long de sa campagne. Quelle est sa vision? Les résultats, chacun connaît sa lecture. En 2011, il est revenu et personne ne connaissait ce qu'il veut faire de son second mandat. Il a été réélu. Ce n'est pas ça notre débat. Donc, personne ne connaissait de quoi, quelle est la vision. Et qu'est-ce qui se passe? Après, il a prononcé son premier discours de la révolution, la révolution de la modernité. C'était après qu'il soit élu. Et les résultats de cette vision étaient connus. Ou bien, à chaque débat discutable, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait ça? On est venu en 2018 et c'est pas que vraiment la vision qui a été vendue et qu'on est maintenant en train de suivre. On a dit ceci, ainsi de suite. Donc, nous sommes pour changer ce recyclage politique et nous sommes dans un processus d'abord d'éduquer le peuple congolais qu'on doit d'abord, le moment des élections, c'est le moment de renouveler les mandats des mandataires publics. On doit d'abord éduquer le peuple en termes de vision. On doit savoir qu'est-ce que la personne propose. On doit lui poser des questions. Comment vous envisagez faire cela? On doit essayer d'être en mesure de discerner un discours de démagogie et un discours basé sur une étude approfondie, comment ces discours, ces idées peuvent être exécutées. Parce qu'on a un moment de débat, on pose la question des questions de comment vous allez faire ça. On sait savoir est-ce que réellement ce qu'il dit, c'est une étude une étude approfondie de comment contourner ces problèmes. C'est seulement un discours de démagogie pour distribuer les cadeaux le plus vite possible, un discours de 5 minutes à la fin. Voici l'enveloppe, tout le monde fait, vous êtes déjà élu, ainsi de suite. Donc, pour vraiment mettre fin à ce recyclage politique permanent, nous devons d'abord passer à cette étape d'éducation de la masse sur la démocratie, le processus démocratique et comment nous devons d'abord être capables de discerner une vision capable de changer, de transformer la nation. Oui, les camarades, les bruits là. Bon, je disais qu'on doit d'abord, j'ai fermé le micro, on doit d'abord être capable
vraiment de savoir ça. C'est ça le problème, c'est ça le point de départ. La pression populaire aujourd'hui, ceux qui sont là, ils sont déjà là. Ce n'est pas un débat de comment, ainsi de suite. Mais c'est le moment maintenant de commencer à éduquer le peuple. Comment se préparer aux prochaines élections, à comment discerner un leader de vision, une vision qui va répondre aux attentes du pays, une vision pour changer ce pays, et comment mobiliser le peuple à être prêt de poser des questions, de discerner un discours de démagogie, un discours de vision basé sur une étude approfondie des projets de société. Je crois que c'est comme ça qu'on peut vraiment mettre fin à ce recyclage permanent de la classe politique. Et c'est comme ça que partout ailleurs ça fonctionne. À un moment, la France était le changement. Et cette fois, j'étais le président, c'est pas qui disait que le changement c'est maintenant. Il a commencé une campagne, il dit que la France, le changement c'est maintenant. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez de ça? On commence à voilà les changements qu'on propose. Et en Amérique, c'était un moment Barack Obama qui disait change is coming, change. Ouais. Ici aux États-Unis d'Amérique, et Trump il a bâti une campagne sur une vision de construire le mur. Et donc, comment? Et le débat était comment vous allez construire ça? Et quels sont les impacts? C'est comme ça qu'on doit éduquer le peuple chez nous. Le peuple chez nous n'est pas éduqué dans ce processus. Et c'est comme ça que ce processus tel qu'il est, ça au profit de la classe politique. Ils sont conscients que le peuple est ignorant. Ils sont bien préparés de ne pas faire l'effort pour que ce peuple soit éduqué. C'est de cette façon qu'ils se préparent avec des enveloppes de cadeaux de campagne sans vision. Vous suivez le leader politique dans notre pays, il parle, il parle. Bon, on est bien critiqué ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'on propose de concret? Quelles sont les nouvelles idées qu'on propose pour 60 ans après l'indépendance? Nous voulons attendre des nouvelles idées. On n'est pas là pour critiquer tel ou tel, mais qu'est-ce qu'on met sur la table des propositions concrètes pour aller de l'avant, pour transformer cette nation, pour changer ce pays? Nous croyons qu'un Congo émergent est possible et que quand on définit un pays émergent, c'est un pays où le niveau de vie est supérieur à celui des pays en voie de développement, inférieur à celui des pays développés. Et ce pays-là émergent que nous croyons, c'est un pays où il y a une croissance économique rapide. Nous parlons d'un budget de 6 milliards à 30 milliards. Il y a des structures socio-économiques qui convergent vers celui des pays développés. Il y a l'accès à l'électricité, il y a l'accès à l'eau potable, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, le taux d'Internet, 10% ou 16%. Dans un pays comme le nôtre, c'est honteux. Il y a quand même une vision moderne. Ce sont là les critères d'un pays. Les pays dits les grandes économies émergentes aujourd'hui au monde, ils ont tous en commun que cette vision de numérique aujourd'hui, que ce soit les pays dits BRICS, que ce soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Ce sont les grandes économies émergentes aujourd'hui au monde. Et qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, malgré les systèmes économiques, que ce soit le capitalisme, socialisme, communisme, mais tous aujourd'hui, ce qu'ils ont en commun. Et qu'est-ce que nous faisons de ces domaines, de ces secteurs qui révolutionnent le monde? Et quelle est la vision qui est sur la table pour que le Congo tire aussi profit de cette révolution technologique au monde, qui tire aussi une de ses racines dans notre pays? Voilà une solution que nous proposons. Et nous sommes dans cette étape-là d'éduquer le peuple pour mettre fin à ce recyclage permanent de la classe politique. Merci. On n'a plus le son de nouveau. On a perdu le son. Est-ce que Patrick a quelque chose à ajouter? En une minute, je vais rajouter pour M. Pinipini. Je crois que la pertinence des commentaires de M. Pinipini vont au-delà de ce qu'il veut bien dire. La vérité, c'est que dans notre mentalité de Congolais, nous-mêmes, nous avons un a priori négatif sur ce que nous sommes, sur qui nous sommes. Ça a été inculqué par, il a parlé de l'indépendance, mais je crois qu'il pourrait, le connaissant, remonter il a parlé de l'État indépendant du Congo, il pourrait effectivement remonter jusqu'à là pour trouver les tares qui ont été transmises de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Éduquer toute la nation aujourd'hui, il faut un État pour le faire, nous ne pourrons pas le faire, nous n'avons pas les moyens ni le temps de le faire. Par contre,
cibler les faiseurs d'opinion, que sont les gens de la presse, que sont les artistes, que sont les hommes d'église. Eux pourraient commencer à faire le lit ou à creuser le sillon pour qu'on puisse avoir plus rapidement cette maturité de la population, de la nation, pour éviter qu'on ait toujours cette même classe politique qui revient. Vous le faites sortir par la fenêtre, il rentre par la lucarne et puis par la cave, etc. On a besoin d'une certaine masse critique populaire pour arriver à cela. Néanmoins, je pense, et ça n'engage que moi, qu'il faudrait voir surgir parmi nous des pionniers, des élites, des vrais leaders qui descendent dans leur province, dans le pays, et qui mènent les gens, les faiseurs d'opinion et les autres, vers un idéal. Je crois qu'on est en manque d'idéal. Et un idéal, ça se transmet, et un idéal, on doit arriver à envoûter le peuple. Et pour vous dire la vérité, je ne sais pas s'il y a une formation pour cela. Je ne sais pas. Pour avoir quelqu'un qui peut comme ça, parce qu'il est devant tous et qui va de l'avant, tout le monde le suit. C'est mystérieux à la rigueur. Il n'empêche qu'on peut faire ce que l'on fait maintenant, vulgariser, et surtout essayer de bien comprendre comment faire passer le message. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on transmet, qu'on fait passer, mais qui ne sont pas bien comprises par nos interlocuteurs, par les gens qui peuvent atteindre cette masse critique. Peut-être un travail qu'on doit commencer à faire sur nous-mêmes avant de voir comment on peut changer les autres. Si nous-mêmes, on pouvait commencer à changer et à trouver les stratégies pour mettre tout ça en place. C'est un long débat. Pour moi, il faut des ateliers, des discussions entre les gens de bonne volonté et voir comment on peut faire. Mais pour vous dire la vérité, là, maintenant, je ne saurais pas vous dire comment cela va se passer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir ce soir. On a eu la grâce, nous on dit la grâce ou la chance d'écouter professeur Delphin Cuibois et puis Patrick Hugo. C'était formidable. Ça sera mis sur YouTube d'ici peu. Vous qui avez assisté, nous vous remercions aussi. En tout cas, on aura encore des conférences. Il faut faire tirer le Congo vers les hauts. Nous avons besoin de l'élite, comme les Pini-Pini, les professeurs Delphin, les Patrick Hugo et les autres. On a besoin de l'élite pour faire avancer les choses. Et nous allons y arriver. Je vais laisser au professeur Delphin juste un mot pour clôturer. On a juste respecté 2 heures, il est 20 heures. Si vous avez un petit mot pour clôturer, vous dites quoi? On clôture là. Oui, merci beaucoup. Pour clôturer, nous pouvons dire que nous sommes dans un moment historique d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Et nous devons vous rassurer qu'un Congo nouveau, un Congo émergent est possible avec tout le monde. Nous avons un pays qui est potentiellement riche, avec des ressources énormes, capables de transformer ce pays, ce grand pays au cœur de l'Afrique, en une économie émergente dans 5 ans. Nous sommes capables et nous avons une vision moderne. Au XXIe siècle, il faut une vision moderne pour tirer aussi profit de la révolution numérique, capable de transformer le pays à plein de défis. Et nous sommes capables de transformer ces défis en opportunités pour l'émergence, le développement de ce pays. Les défis, c'est en commençant par le secteur des recettes, un budget médiocre, et si nous pouvons les transformer, être capables d'accroître ce budget et répondre aux besoins du pays pour investir dans les projets d'améliorer les infrastructures modernes, des projets de développement socio-économique. Voici ces défis-là, ce sont des opportunités de création d'emplois, ce sont des opportunités qui peuvent contribuer au développement du pays. Et nous voulons créer, nous disons que ce pays est capable d'injecter plus de 10 millions d'emplois
dans 5 ans, si nous avons la volonté et la vision capable de transformer ce pays. Ensemble, nous disons que le changement, la réforme au Congo est possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, au revoir. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.